Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du mercredi 5 janvier 2022. Avant de débuter, comme d'habitude, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, direction les marchés où cette journée sera essentiellement tournée vers le compte-rendu de la réunion de décembre de la Fed. Malgré ça, malgré ce catalyseur qui aura lieu en tout cas à 20 h, la réunion de la Fed, du moins les minutes de la Fed, les marchés restent quand même bien orientés à la hausse, notamment en Europe, où le CAC continue d'enchaîner les séances de record et le DAX est pas loin, lui, d'inscrire un nouveau record historique. Toutefois, on s'inquiète un petit peu, du moins, sur la hausse des rendements obligataires. Donc hier, Wall Street, en tout cas le Dow Jones, a inscrit un nouveau record de clôture pour le deuxième jour consécutif, porté justement par les valeurs financières et industrielles, les valeurs dites value, dans un contexte sanitaire toujours jugé encourageant, pendant que le Nasdaq, à l'inverse, et les valeurs technologiques cédaient du terrain. Globalement, les valeurs bancaires ont notamment profité, comme vous le savez, de la perspective d'un relèvement des taux d'intérêt cette année aux États-Unis. Les Fed Funds price actuellement 3 hausses de taux. Les rendements des bons du Trésor américain ont une nouvelle fois augmenté pour un deuxième jour consécutif hier. Et justement, après s'être accommodé lundi d'une brusque remontée des taux obligataires, les investisseurs ont commencé à faire preuve d'une certaine nervosité mardi. Autant lundi, le Nasdaq a gagné 1,2%, autant hier, on a eu un petit plongeon, on a perdu quasiment 2% en séance. Comme je vous le disais, des taux plus élevés renchérissent le coût de l'argent pour les entreprises en développement qui doivent investir massivement et les rendent donc moins attractives, ce qui explique notamment pourquoi ça pénalise les valeurs technologiques. On fera justement le point derrière dans la partie macro. J'ai un graphique assez pertinent à vous montrer sur les valorisations actuelles et l'impact que pourrait avoir la hausse des rendements obligataires et la hausse des taux derrière. Sinon, en Europe, toujours en hausse, de nouveaux records, comme je vous le disais, pour le CAC 40. Les investisseurs pourraient marquer une pause quand même après de récents plus hauts dans un contexte de marché toujours optimiste sur la pandémie, bien que la perspective d'un resserrement monétaire aux États-Unis occupe quand même les esprits. Mais hier, le CAC et l'indice Stock 600 ont inscrit des plus hauts inédits, portés une nouvelle fois par de nouvelles informations rassurantes sur la dangerosité du variant Omicron et surtout par de solides indicateurs économiques. Maintenant, comme je vous le disais, le catalyseur aujourd'hui, c'est le compte-rendu de la Fed et les investisseurs examineront donc à 20 h le compte-rendu de la réunion de la Fed en décembre, lors de laquelle elle a annoncé la fin en mars de ses achats d'obligations et a ouvert la voie à des relèvements de taux dans l'année. Donc hier, justement, on a fait un peu le point sur les taux et sur le positionnement des Fed Funds, à savoir à partir de quand on va avoir une première hausse de taux de 25 points de base. Donc là, actuellement, les marchés tablent sur une hausse de 25 points de base en avril. Et ce matin, j'ai même découvert un autre graphique des Fed Funds qui anticipe à 75% maintenant une quatrième hausse de taux dans l'année. Donc là, je pense que ça devient peut-être un peu trop. Le marché commence à s'emballer. Je vous expliquais déjà hier, 2 hausses de taux, c'est fort probable. 3 hausses de taux, dont celle au mois de décembre, ça pourrait être compliqué pour le marché, sauf si vraiment toutes les conditions sont réunies et que la Fed doit absolument en tout cas mettre un troisième tour de vis. Mais là, un quatrième tour de vis sur l'année 2022, ça me paraît
un peu ambitieux et je pense que le marché, très honnêtement, n'est pas prêt de subir 4 hausses de taux en 2022. On aurait quand même, je pense, un dérapage non contrôlé derrière sur les indices. Sinon, avant cela, la séance sera animée par l'enquête ADP sur l'emploi privé aux États-Unis à 14h15. Concernant la partie macro, ici nous avons un graphique qui représente justement les valorisations des actions américaines et notamment des mastodontes, des bulldozers. Et donc le ratio bénéfice par action des 10 plus grandes actions du S&P est proche justement du niveau de la bulle Internet, du moins des records de 2000 d'il y a 20 ans. Donc les valorisations élevées combinées à la hausse des rendements rendent justement ces actions vulnérables aux corrections. N'oublions pas que les 10 premières valeurs de l'indice S&P 500 représentent un tiers de la pondération totale de l'indice. Donc c'est énorme. On parle de 500 valeurs et les 10 premières valeurs représentent plus de 30%. Donc forcément, toute chute de ces mastodontes pourrait faire baisser l'ensemble du marché, car leur pondération est très importante. Et comme je vous le montrais hier, je partage avec vous un graphique sur les capitalisations boursières, du moins le classement des capitalisations boursières, et forcé de constater que globalement, en tête, on avait les techs avec Apple qui avait justement dépassé les 3 000 milliards, Microsoft, Nvidia, Netflix, bref, que des valeurs dites de croissance et dites de croissance et donc de growth. Forcément, les hausses de taux et une nouvelle fois, si on assiste à une pontification de la courbe des taux, risque de pénaliser ces valeurs. Et donc, je m'attends, à mon avis, en 2022, si je devais donner mes prévisions, à une rotation sectorielle à venir. Et là, très clairement, voilà, un petit peu débuté hier. Elle a légèrement débuté dans le sens où on constate que le secteur automobile, les équipementiers, l'aéronautique vraiment reprennent du poil de la bête et au contraire, les investisseurs commencent justement à délaisser les valeurs de croissance, les grosses tech qu'ils jugent peut-être dans un premier temps assez fortement valorisées et en parallèle avec la hausse des taux à venir couplée avec les rendements, la hausse des rendements obligataires, eh bien, fragilise ce secteur-là. Donc voilà, en gros, l'impact que pourrait avoir la hausse des taux sur les grosses valeurs US qui sont essentiellement, je le rappelle, des valeurs technologiques, comme on a pu le voir hier sur le graphique des capitalisations boursières mondiales. Ici, nous avons donc les nouvelles prévisions de Goldman Sachs pour 2022. Donc là, un graphique assez pertinent puisqu'on a les prévisions à 3 mois, 6 mois et à fin 2022. Finalement, Goldman Sachs, pour une fois, il faut le reconnaître comme ils ont raison, ont vu juste pour fin 2021 puisqu'ils voyaient un S&P aux alentours de 4700 points. Donc, c'est chose faite. Le S&P a clôturé proche de ce niveau, voire même un peu plus. Maintenant, nous avons les nouvelles prévisions qui sont tombées en ce début de mois de janvier. Et donc, Goldman Sachs estime que le S&P devrait taper les 3850 points d'ici 3 mois, 5000 points à horizon 6 mois et 5100 points, soit une hausse d'environ 7% pour 2022. Ça reste quand même une hausse honnête. On est quand même loin des plus 25% que le S&P a enregistré en 2021, mais le contexte n'est pas le même. On était dans une période de reprise économique et de politique monétaire ultra accommodante.
Là, j'estime que la reprise économique est quand même, je dirais pas derrière nous, mais elle est bientôt terminée. Et face au durcissement de ton de la part des banquiers centraux, s'ils deviennent moins accommodants, donc moins de liquidité sur les marchés, effectivement, ça pourrait être un peu plus compliqué pour le marché action de faire de la performance. Point positif que je note, c'est que Goldman Sachs a quand même relevé ses prévisions ses perspectives de marché, étant donné qu'à la fin début décembre, on était sur une prévision à 4900 points pour le S&P 500. J'avais regardé, scruté justement les prévisions de plusieurs grandes banques, et là, Goldman Sachs rejoint l'opinion de Crédit Suisse qui table lui aussi sur un S&P aux alentours de 5100 points d'ici la fin de l'année. Et comme je vous le disais, globalement, quand je relis les notes, quand je relis leurs notes, en tout cas, ils considèrent, et là-dessus je suis aussi d'accord avec eux, qu'il faudra privilégier les valeurs plutôt de croissance, les valeurs qui ont subi de plein fouet la crise de Covid, qui ont été délaissées par les opérateurs. Donc mettre un peu de côté la tech, au contraire, se recentrer sur, comme je vous le disais, les valeurs industrielles, les équipementiers et les valeurs peut-être comme ADP, je pense à Aéroport de Paris, toutes ces valeurs, bref, qui ont quand même subi de plein fouet la crise du Covid et qui pourraient de nouveau repartir en cette année 2022. Concernant la partie graphique. Alors, commençons par les indices avec notre bon vieux CAC 40 qui lui demeure toujours haussier. L'ascension se poursuit. Il est une nouvelle fois trop tôt, selon moi, pour vendre l'indice. Nous n'avons toujours aucun signal de retournement. Bien au contraire, c'est haussier. On a un canal à aller chercher. On ne manque pas de carburant. On commence à être en surachat. Effectivement, on est assez éloigné de la Tenkan, mais j'estime qu'il est encore trop tôt pour penser à une stratégie vendeuse. Et encore une fois, je me fie à l'indicateur de sentiment de IG et hier, il y avait 80% des particuliers à la vente sur le CAC 40. Et globalement, je vous ai déjà dit que lorsque le consensus est vendeur, eh bien, le marché continue de grimper, inversement à l'avant. Donc là, quand je vois qu'il y a autant de particuliers vendeurs, eh bien, je pense une nouvelle fois qu'il est trop tôt pour vendre le CAC 40 et que celui-ci va continuer de grimper, selon moi, sauf si signal de retournement. Pour l'heure, on empile les bougies vertes, plus avec du corps. Il y a un objectif théorique à aller chercher, soit ce haut de canal qui est en place depuis quasiment 2 ans maintenant, soit l'objectif théorique de sortie de triangle vers les 7530. Donc, on pourrait aussi aller chercher ce canal ici et évoluer en dents de scie. Vous voyez, monter en crabologie avant vraiment de chuter et venir combler ce gap. Je vous disais que c'était un gap mensuel, mais c'est surtout un gap annuel. Donc ça, pareil, c'est un gap annuel. Donc autant vous dire qu'il va être comblé, ce gap. Techniquement, les gaps annuels sont comblés, je dirais pas à 100%, mais j'ai presque envie de dire 100%. Donc très clairement, je m'attends à ce que ce gap-là soit comblé et ce sera un objectif à aller chercher le jour où le CAC 40 montrera des signes de faiblesse. Pour l'heure, que ce soit en daily, hebdo, 4 heures, même horaire, ça reste haussier. Donc, si vous êtes à l'achat, profitez du trend haussier, remontez vos stops et le but c'est d'accompagner le plus loin possible ce trend jusqu'à noter un essoufflement de la tendance. Mais là, j'ai beau basculer sur toutes les unités de temps, horaires, il n'y a rien à dire, c'est juste haussier en fait, même en 15 minutes. Et en l'absence de signal, eh bien, on s'attache les mains et on évite de vendre sur un niveau qui est, selon moi, pas pertinent du tout. Donc, il y aurait encore 200 points à prendre.
On a les minutes de la fête ce soir. Voyons voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, le CAC 40 reste haussier. Les acheteurs gardent la main. Donc, si vous êtes à l'achat, remontez votre stop au fur et à mesure qu'on casse les anciens plus hauts. Concernant le DAX, c'est la même chose. L'objectif a été atteint. Je vous disais hier que mon TP sur le DAX, c'était les anciens plus hauts. Et c'est chose faite. Donc, on avait déjà ce niveau-là à aller chercher hier. Le marché avait une mémoire. Du moins, en début de semaine, je vous disais, bon, on a un premier niveau pertinent, c'est le gap de rupture. Et ensuite, si on poursuit sur cette lancée, forcément, aller chercher les anciens plus hauts historiques. Donc, pour l'instant, plutôt neutre. Payer ici, certainement pas. C'est vraiment du FOMO selon moi. On est sur un niveau qu'on peut potentiellement commencer à travailler à la vente, mais encore une fois sur signal. Donc là, quand même, on va quand même laisser passer les minutes de la fête ce soir. Mais effectivement, on est sur un beau niveau de résistance. C'était l'objectif que je m'étais fixé. Ça reste aussi plutôt une stratégie de repli à envisager, plutôt qu'une stratégie vraiment de mouvement correctif assez puissant. Néanmoins, encore une fois, comme pour le CAC 40, il faut un signal baissier. Donc au moins un break horaire, un avalement, je dirais horaire ou même 4 heures. Et pour l'instant, en fait, on travaille cette résistance. Donc effectivement, si elle casse, on va aller plus haut. On va aller plus haut. Donc pas de précipitation sur l'indice allemand, mais c'est la même chose que pour le CAC. Honnêtement, c'est vraiment très bullish. Et pour l'instant, les acheteurs ne lâchent rien. Donc, ce sont donné 15 minutes, on fait vraiment des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, beau trade haussier, surtout en données horaires à la limite. Je note un début de divergence, effectivement, juste ici. Elle n'est pas bien grande, mais on a quelque chose quand même d'intéressant. C'est le seul élément à court terme que je note. On est sur résistance. J'aimerais un signal de retournement. Effectivement, si elle se valide, on pourrait aller chercher la moyenne mobile 50. Voilà. Je vise un repli si le signal est validé sur l'ancienne zone de résistance qui est devenue support, donc vers la moyenne mobile 50. Voilà une stratégie vendeuse. Néanmoins, celle-ci nécessite d'être confirmée avec quand même un chandelier baissier assez puissant, voire de retournement, et surtout que le RSI casse ici en clôture le creux situé juste là. Et donc là, la divergence sera validée. On pourra aller chercher l'ancien top ici avec un stop loss au-dessus des plus hauts. Le Dow Jones. Alors le Dow Jones, prenez quelques bénéfices. J'ai tout de suite envie de passer sur le futur notamment. On va quand même regarder le cash. Alors le cash, il y a une zone à aller chercher, une zone clé selon moi. C'est la borne haute du porte-voix. On s'en rapproche. Donc ce serait un objectif vers les 37 100 points pour l'indice allemand. C'est une belle zone de prix qu'on pourra travailler à la vente derrière. Donc voilà l'objectif final que j'ai sur le Dow Jones actuellement. Néanmoins, on avait noté quand même l'apparition et la confirmation d'une cassure Tenkan Kijun sur le Dow Jones sur les futurs, ici en données 4 heures. Donc, prenez quand même quelques bénéfices et mettez votre stop ABE. Pour l'instant, la Tenkan tient, on n'a pas eu de signal de sortie, mais celles et ceux qui ont joué la cassure Tenkan Kijun ici, prenez déjà des bénéfices, 50% de bénéfices. Stop loss ABE, étant donné qu'il y a les minutes de la fête ce soir, donc on ne va pas risquer un trade en gain si on a des mouvements importants d'ici 20 heures, à partir de 20 heures en tout cas. Et
Si les annonces sont plutôt encourageantes, eh bien, on garde le reste de la position pour aller chercher les 37 100. Aussi simple que ça, le plan sur le Dow Jones. Donc là, c'est le même constat. On a le porte-voix juste ici. Je rappelle Shimoku. Hop, voilà, ce sera un peu plus propre, plus clair, surtout avec toutes les zones. Donc ici, on a notre porte-voix, la borne haute du porte-voix. Ce serait propre, techniquement, d'aller la chercher une nouvelle fois. Donc 37 100 points. On est au-dessus d'une résistance qui maintenant est devenue support. On a une belle cassure Tenkan Kijun en données 4 heures. Petite prise partielle de bénéfice, ça me semble plutôt cohérent en tout cas. Mise à BE du stop loss. Et maintenant, on laisse faire l'indice. Voilà, je garde toujours un biais haussier et prise de bénéfice final aux alentours des 37 050, 37 100 points sur les futurs. Voilà, le plan pour l'instant de gestion de position sur l'indice Dow Jones. Le Forex, forcément, surveillez votre exposition, notamment au dollar. Ça pourrait décaler aussi un petit peu à partir de 20 heures. Bon, sur l'euro, toujours rien. C'est mou. On se stabilise sur le milieu de range. Donc là, le plan que je vous disais hier, c'était de continuer à chercher des ventes si on se rapproche de la LM50 et du bas du nuage, une nouvelle fois. Mais pourquoi pas tenter une vente si cassure de l'oblique ici haussière et d'une incursion sous les 1,1270. Pour le moment, on se stabilise sur le milieu de range. Donc effectivement, c'est un peu la machine à laver. C'est toujours la grosse bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Mais globalement, j'estime qu'une cassure de ce niveau, si on réajuste en plus, si je réajuste mon oblique, tac. Donc là, on a une belle oblique. Si on casse une nouvelle fois l'oblique et le milieu de range, on pourrait placer un stop loss au-dessus, par ici, au-dessus des précédents plus hauts depuis le début de la semaine quasiment, pour viser le bas du range, les 1,12. 1,12, pourquoi pas sur Excel et 1,1180. Voilà ma stratégie actuellement sur l'euro-dollar. Pour l'instant, je reste à l'écart, plutôt observateur. Donc si on casse ce niveau, je pense qu'on aura une opportunité pour vendre la paire et aller chercher ce niveau en cas de clôture au moins 4 heures. Sinon, j'attends que l'euro remonte une nouvelle fois proche de la MM50 et du bas du nuage daily. Le GBP USD, pareil, on avait noté la cassure Tenkan Kijun 4 heures juste ici. Elle a parfaitement fonctionné pour l'instant. Avec les minutes de la Fed, une nouvelle fois. Pour celles et ceux qui sont rentrés ici, mettez votre stop à break-even. Peut-être un peu tôt pour prendre des bénéfices, mais au moins, si on a de la volatilité et une amplitude assez importante, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Donc là, la stratégie est simple. Mise à BE du stop loss pour celles et ceux qui sont rentrés sur le setup cassure Tenkan Kijun. Si le marché retombe d'ici ce soir après 20 heures, bon, bah, au moins il n'y a pas de perte. Et au contraire, si la hausse se poursuit, eh bien, comme je vous le disais, je vise la borne haute du canal. Donc, objectif pour moi, aller chercher 1,3570 et j'aimerais bien un petit excès vers les 1,36. Voilà, ça reste la zone de TP idéale qu'on peut viser avec cette cassure Tenkan Kijun. En tout cas, c'est l'objectif. Maintenant, on a un événement économique qui tombe ce soir, donc gestion de position, stop loss à break-even. Si ça part pas dans le bon sens, tant pis, on perd rien. Et si le marché poursuit, eh bien, on prendra des bénéfices sur cette zone. Et ensuite, on avisera si oui ou non le marché a les capacités de sortir par l'eau de ce canal pour aller plus loin, ou au contraire, faire un reverse pour vendre et viser un retour
vers la borne basse. Donc peut-être pas d'un coup, mais au moins un mouvement correctif. Le NZD Yen suivi, mais très rapidement. Normalement, c'était un stop loss à break-even. Donc, logiquement, la bougie de lundi avait déclenché le stop loss à break-even. Peut-être que certains n'ont pas mis de stop loss à break-even et ont gardé entièrement leur position ici pour jouer le double creux. Bon, l'objectif a été atteint hier. Je vise vraiment pas plus haut. On est sur un gros niveau. Pour remonter votre stop dans ce cas-là, mais on est sur une grosse zone, nuage, bas du nuage ici, donc voilà, on est venu taper le bas de la zone, je visais les 79,25, au mieux 79,45, donc pensez à prendre des bénéfices. Bon, si certains veulent mettre leur stop à break-even, remonter leur stop et pensent que le marché peut aller un peu plus haut, pourquoi pas, dans ce cas-là, garder un reliquat. Mais techniquement, j'avais déjà dit de mettre le stop loss à break-even par ici, qu'on butait, et logiquement, le marché est venu nous sortir à BE. Donc là, je fais vraiment un suivi pour celles et ceux qui n'auraient pas respecté ce plan-là et qui auraient quand même décidé de garder la position sans mettre le stop à break-even. Donc là, objectif atteint selon moi, je ne reviendrai pas sur cette paire tout de suite. L'euro-yen, pareil, toujours dans le suivi de l'euro-yen, mais pas grand-chose. On a eu une belle bougie hier en clôture. Je vise toujours les 132. Voilà, rien à dire. On remonte le stop petit à petit. Il était placé ici. On a fait un break. Ça me semble bien de là le stop. Pourquoi pas le remonter encore un peu à la limite. Bon, la cassure de l'ancien plus haut est pas vraiment super propre. J'aimerais qu'on casse les 131,15. Et si on casse par contre l'ancien plus haut ici, hop, on remontera le stop par ici. Voilà, juste sous la kit jaune, et ainsi de suite, pour aller chercher les 132. Donc là, pareil, plutôt un suivi de position pour un plan qui avait été mis en place fin décembre. J'ai peu de retours dans les commentaires, donc je ne sais pas si des personnes sont encore dans ce plan, mais je fais quand même le suivi. L'AUD NZD, l'AUD-NZD, pareil, j'aime beaucoup la configuration actuellement sur cette paire. Néanmoins, ça nécessite encore une confirmation. Avec un peu cette sortie de range qu'on a ici par le haut, sortie de range par le haut, pullback et on repart. Donc ça, effectivement, c'est assez propre. Voilà. Donc quasiment un double creux même, de valider sur cette paire. Et là, on consolidait justement dans un range en données 4 heures. Donc là, la même chose, on a un beau trend haussier et je pense qu'il serait intéressant de jouer la sortie de range. Voilà, là on a une fausse cassure une première fois, réintégration, donc attendons, mais si de nouveau on a une belle bougie daily qui clôture au-dessus des mèches juste ici, donc au-dessus des 1,0645, ça pourrait être intéressant de mettre en place une stratégie à l'achat avec un stop loss par ici pour viser on a une zone, c'est ça qui me dérange. On a une zone en fait juste au-dessus de la tête. Elle est quand même assez importante cette zone. Là, on a un gros niveau. Bon, je reviendrai peut-être plus tard sur ce plan. Je n'avais pas vu qu'on avait une zone aussi importante. Ça me dérange parce que le fait de payer sous la zone, encore une fois, la crainte, c'est le bull trap. Donc, effectivement, on a un beau range de consolidation, un double creux qui s'est même formé. Mais si la clôture daily se fait, comme je vous le disais, juste au-dessus des mèches, eh bien, on est sous la zone. On est sous la zone. Et donc là, on est quand même sur une zone, on est sur une zone hebdomadaire en plus. Donc bon, je reviendrai plus tard, car ce serait vraiment dommage de se prendre un bull trap.
Voilà, pour moi, on a une belle zone ici, toutes les mèches, là, toutes les mèches et les clôtures, la même ici. Si je la prolonge, j'obtiens même, voilà. Les mèches là, le spike, celui-là, et ici aussi. Mais on a un joli double creux. Donc si on reporte l'objectif théorique, on peut aller un peu plus haut, effectivement. Je reviendrai dans les jours à venir sur ce plan. Pour l'instant, c'est peut-être un peu tôt et je pense qu'il serait préférable d'attendre la cassure de la zone. Le gold. Le gold qui repart finalement après s'être fait quelques frayeurs lundi. Bon. En données 4 heures. C'est surtout en données 4 heures. On ressort une nouvelle fois par le haut du range. Ok, c'est un bon point. Maintenant, je pense qu'il serait quand même judicieux d'attendre la cassure des 1830. Voilà. Ça, c'est mon opinion. On a vraiment un gros niveau ici qu'on a testé une fois, deux fois, trois fois. Quand on l'a cassé, c'est quand même bien parti. Là, on échoue une nouvelle fois dessus. Je pense qu'il serait préférable, en tout cas, d'attendre au moins un breakout. Voilà. C'est sûr que ça ne peut pas rentrer sur un repli. Mais au moins, si on a un breakout des 1830, on peut rentrer plus sereinement. On sait que c'est un gros niveau, que le marché a travaillé à de nombreuses reprises par le passé. Et effectivement, la cassure de ce niveau devrait logiquement permettre d'aller chercher au moins les 1850. Donc pour l'heure, on a un début de reprise haussière, ça reste fragile, on peut aussi vite retomber. Mais pour un plan à l'achat sur le métal jaune, eh bien, la condition, c'est de franchir les 1830 $ en clôture de bougie. Avec un stop loss vers les 1819 pour aller chercher dans un premier temps les 1850. Voilà le plan que j'ai sur le métal jaune. Bon, on est dans un canal aussi à peu près, donc pareil, si on remonte un peu trop là, ça pourrait peut-être bloquer. C'est un petit canal haussier qui est travaillé comme ça, très rapidement, mais bon, d'où l'importance d'avoir une clôture daily, déjà dans un premier temps. Mais ce n'est pas l'actif qui présente la plus belle configuration. Là, actuellement, je trouve qu'on a pas mal d'actions sur les indices. Le gold se montre toujours capricieux, selon moi. Il joue avec nos nerfs, donc très important, je trouve, de toujours attendre vraiment des gros niveaux clés sur le gold pour intervenir. Et ne pas payer n'importe où pour, encore une fois, justement, éviter de se manger des allers-retours, à savoir les portes de saloon. Donc pour moi, je m'intéresserai au gold vraiment si on clôture au-dessus de 1830, avec une cible à 1850. Le pétrole, belle progression du pétrole. Et les acheteurs en veulent plus. Les acheteurs en veulent plus et ça se présente plutôt bien. On est en train de casser la zone en deux temps, mais j'ai bien envie d'aller chercher les 84 $. En tout cas, de vous proposer un plan avec un stop loss juste en dessous pour les plus prudents ici. Pour aller chercher cette résistance-là, les 84,20. En tout cas, la configuration est vraiment belle, des plus bas et des plus hauts, de plus en plus haut. On reprend de la hauteur tout doucement, mais sûrement. C'est haussier. Et en données 4 heures, on sort par le haut du range. Pareil, à confirmer cet après-midi avec l'arrivée des investisseurs américains, mais je trouve que ça se présente plutôt bien.
Vous voyez, le range qui était plutôt comme cela. Consolidation, on casse, pullback et on casse le précédent plus haut. En tout cas, j'aime beaucoup la configuration. Donc, deux scénarios. Scénario 1, on met le stop ici, en mode agressif. Scénario 2, plus prudent, le stop sous les plus bas du range. Et on va chercher les 84,20. Voilà, un scénario qui me plaît bien actuellement sur le pétrole. J'aime beaucoup la dynamique. J'aime bien cette phase de reprise haussière assez saine et qui coïncide justement avec le setup haussier qu'on a eu juste ici, à savoir à la cassure Tenkan Kijun dans le sens du flux. Donc, qui plaide pour une poursuite de la hausse sur le marché pétrolier. Le light. Bon, le light, c'est plus compliqué quand on est dans une zone mensuelle. Je préfère vraiment la configuration sur le Brent. Néanmoins, encore une fois, si le Brent grimpe, il ne va pas faire cavalier seul. Forcément, le WTI va lui aussi poursuivre sa remontée, mais voilà, on n'a pas eu une belle cassure Tenkan Kijun. Enfin, si, mais avec un gap baissier, ça j'aime moins. Globalement, j'estime que la cassure Tenkan Kijun s'est faite en 2 temps sur le light, alors que sur le WTI, d'une seule bougie. Néanmoins, à court terme, effectivement, la situation est la même que sur le Brent. On est dans un range et on est en train de sortir par le haut. Le problème, c'est qu'on est en plein dans la zone mensuelle, alors que le Brent, lui, s'extirpe justement de cette zone par le haut et se dégage des gros obstacles qu'on avait au-dessus de la tête. Voilà pourquoi je préfère la configuration sur le Brent. Néanmoins, d'un point de vue des prix et de la dynamique, c'est exactement la même chose. Donc, je garde un biais haussier sur le pétrole, toujours. Et on est bien parti pour aller chercher un peu plus haut. En tout cas, ça se présente plutôt bien, je trouve, sur le marché pétrolier. Pour terminer, les crypto-monnaies avec le Bitcoin, mais toujours rien, malheureusement. Calme plat. Est-ce qu'on est dans une phase d'accumulation? C'est possible, mais les signaux ne sont toujours pas présents. On consolide dans un range, peu de volume, honnêtement, des volumes qui diminuent. Ouais, globalement, les volumes, ils sont pas une diminution des volumes depuis la chute du BTC. Donc là, pareil, si on a un bon retour de volume, forcément sonnette d'alarme et surtout si on a des bougies vertes. Mais pour l'instant, on baisse des volumes, phase de stabilisation, peut-être dans l'attente d'un prochain catalyseur. Mais là, honnêtement, si vous faites du DCA, bah, c'est très bien. Vous avez un BTC qui a quand même bien corrigé. Mais si vous faites du trading, dans ce cas-là, il faut un plan d'action, un retour sur un niveau clé. Là, pareil, on avait un range dans un range en donné 4 heures. Mais je suis pas convaincu, enfin du moins, j'ai pas une bougie qui me dit c'est bon, ça va rebondir, on va aller chercher la borne haute, direction cassure par le haut, direction 50 500. Non, malheureusement, je ne peux pas m'avancer tel quel. Et je trouve au contraire que c'est mou, que ça manque de conviction, que on a un marché qui hésite. Alors oui, effectivement, on a eu un avalement 4 heures ici, mais on pourrait continuer à évoluer comme ça dans ce micro-range encore très longtemps et ne rien faire en fait. Continuer dans ce sens avec très peu de volatilité. Et à un moment donné, on va avoir une news, un événement qui va tomber, ça va déclencher du flux. Là, le problème, c'est qu'on n'a absolument pas de flux. En fait, je note vraiment une baisse des volumes, très peu de flux, ce qui fait que c'est mou et encore une fois, aller là où il y a de l'action. Et autant sur les cryptos, actuellement, on a quand même certaines cryptos
qui inscrivent quasiment un nouvel ATH. Je pense à Atom notamment. On a des belles cryptos qui font des choses intéressantes, mais les grosses cryptos, Ethereum, Binance Coin, Bitcoin, Solana, Cardano, il se passe rien. Il se passe vraiment rien. Ah, vous voyez, pareil, on a un double creux, mais ça manque de flux, ça manque de conviction, ce qui fait que il a à moitié larvé, il a à moitié dysfonctionné ce double creux, ça part pas nettement, et c'est ce qui montre en fait que le marché hésite. Manque de carburant, manque de flux, manque de carburant. Pour un marché, encore une fois, une classe d'actifs qui est censée être assez nerveuse en termes de volatilité, là, on est vraiment tombé dans une certaine léthargie, je trouve. Et malheureusement, on n'a pas de signaux convaincants qui permettent d'affirmer avec assurance une reprise haussière. Je note des niveaux clés, comme toujours, prudence avec la divergence mensuelle baissière, ça c'est vraiment ma plus grosse crainte actuellement sur le secteur. Néanmoins, elle nécessite de valider avec une cassure des anciens plus bas. Pour le moment, ça tient. Cependant, il faut casser des résistances. Voilà. Je me répète encore une fois, on est en tendance haussière. Comme je vous le disais sur le BTC, préserver des supports, c'est bien, mais en tendance haussière, ce qu'il faut, c'est casser des résistances. Et là, malheureusement, depuis le 8 novembre, eh bien, on a du mal à casser, enfin, on ne casse plus de résistance. Du moins, pas de grosse résistance clé. Là, ce serait de breaker très clairement les 4180. Si on repasse au-dessus de ce niveau, ça deviendra intéressant. Mais on tombe sur des beaux niveaux de support, mais c'est bien de préserver les supports, mais casser les résistances, c'est mieux, surtout en tendance haussière. Donc voilà ce qui m'inquiète, mais ce qui me tracasse sur les crypto-monnaies actuellement, c'est le fait qu'on n'arrive pas à casser de résistance, qu'il y ait une baisse des volumes assez importante depuis maintenant plusieurs semaines, et qu'on manque de carburant, de PEPS et de conviction de la part des opérateurs. Donc pour l'instant, passons notre chemin, allons sur des actifs où il y a du flux et de l'action. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents sur les marchés, notamment avec les minutes de la Fed. Surveillez votre exposition au dollar et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.